Euh, Bonjour Camille Cellier, merci d'être avec nous pour cette visioconférence. Alors, vous êtes infirmier hospitalier en service pneumologie infectiologie au CHR à la Citadelle à Liège et vous êtes un ancien délégué syndical CGSP du même hôpital. Avec vous, on aimerait aborder deux aspects. Un premier, c'est avoir un témoignage de terrain de quelqu'un qui aujourd'hui est en ce qu'on appelle la première ligne dans tous les médias et voilà, voir comment ça se passe concrètement dans un hôpital à Liège, en Belgique. Le matériel que vous avez à disposition, les conditions dans lesquelles vous travaillez, si les services sont adaptés aujourd'hui pour suivre la situation particulière dans laquelle on est. Et la deuxième question, c'est d'élargir le propos, sans doute, vers la question des moyens dont disposent aujourd'hui les soins de santé et peut-être les conséquences de ces moyens ou de ce manque de moyens sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui et peut-être donc réfléchir sur la façon d'y remédier quand on sera sorti de cette crise, de cette pandémie que nous traversons aujourd'hui. Voilà, d'abord merci d'être présent et puis peut-être vous présenter en quelques mots de plus et nous parler de la situation aujourd'hui à la Citadelle. Bonjour Pierre, et tout d'abord merci au mouvement Demain de m'avoir proposé cette intervention qui va pouvoir me permettre d'apporter ma contribution par mon témoignage. Donc, comme vous le rappeliez, je suis infirmier depuis 8 ans maintenant et employé par le centre hospitalier régional de la Citadelle, où j'exerce ma profession dans un service d'infectiologie et de pneumologie qui, dans notre hôpital, en fait, devait être le service qui devait accueillir dans un premier temps les premiers patients contaminés, puisque nous disposons dans notre unité de soins de 2 chambres qu'on appelle à pression négative, qui sont des chambres en fait où la pression atmosphérique est plus faible que la pression à l'intérieur est plus faible que la pression atmosphérique. Et du coup, quand vous ouvrez ces portes, l'air ambiant est aspiré vers l'intérieur de ces chambres et non pas soufflé pour ne pas propager le virus dans notre environnement. J'ai été aussi délégué syndical durant le précédent mandat, donc mon mandat moi, a pris fin au mois de mai et je n'avais pas renouvelé ma candidature, ce qui m'a permis un peu de pouvoir approcher de plus près certaines problématiques au sein de l'hôpital, notamment par son personnel. J'avais vécu dans l'année fin 2017, début 2018, une grande grève qui avait été provoquée par des mesures austéritaires au sein de notre établissement. Il s'agissait à l'époque en fait de faire une économie de plusieurs millions. Je pense que c'était 2 millions d'euros. Et une fois de plus, ça s'était traduit par une baisse des salaires, une baisse des effectifs et on parlait aussi de baisse des lits d'hospitalisation à l'époque. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui la crise sanitaire du Covid? Ben, ça nous a poussé à revoir totalement notre organisation au sein de l'hôpital. C'est-à-dire que toutes les hospitalisations qui ne sont pas vitales et urgentes ont été reportées, notamment une grande partie de chirurgie qui se déroulait en ambulatoire, certains examens, certains tests que parfois nous effectuons dans notre unité de soins comme les tests allergiques, pour ne garder plus uniquement que les hospitalisations vraiment vitales, hein, celles qu'on ne pourrait pas reporter à la semaine prochaine, à dans un mois ou 2 mois. Et cette réorganisation nous a permis de libérer plusieurs salles dans notre hôpital. Pour l'instant, je pense que nous sommes à 4 salles de libérées qui accueillent exclusivement des cas de coronavirus avérés ou à l'état de suspicion pour l'instant. Et je pense qu'il y a actuellement une nouvelle salle de réanimation qui est en train d'être aménagée quelque part dans l'établissement, puisque ce que nous craignons et ce que craignent la plupart des hôpitaux, que ce soit en région liégeoise ou sur tout le territoire belge, hein, comme partout, c'est d'être submergé finalement par un grand nombre d'hospitalisations et d'avoir une submersion qui aille jusque dans nos services de réanimation. Donc, on ne serait plus capable de prendre en charge les cas les plus graves. Au niveau du personnel soignant, comment ça s'est passé? Ben, certains ont été
appelés sur base du volontariat à composer ces nouvelles équipes. Et pour d'autres, eh bien, ils ont été assignés à ces salles-ci, ce qui s'est fait quand même dans un climat quand même d'inquiétude, puisque vous comprenez bien que quand vous avez certaines équipes qui, en temps normal, s'occupent de services dits de chirurgie, donc pour faire du préopératoire et du suivi post-opératoire, ça n'a rien à voir avec la prise en charge d'une affection pulmonaire, avec tout le suivi, les traitements, les surveillances et ce qu'on appelle les précautions additionnelles. Donc, c'est-à-dire les précautions additionnelles, ce sont toutes les mesures de protection dont on parle régulièrement, c'est-à-dire s'équiper de masques, s'équiper de blouses de protection, de charlottes, de lunettes, ce qui nécessite quand même une formation préalable qui a été finalement donnée à tous les agents dans l'hôpital, parce qu'on se doute bien que si on fait face à un nombre de cas trop important, au bout d'un moment, on ne pourra pas se contenter de quelques salles pour accueillir ces patients et ça va forcément déborder, donc il faut que chacun soit prêt. Et c'est quelque chose qui inquiète, on va dire, nos personnels, puisque nous avons eu déjà certains de nos collègues qui ont été écartés, puisqu'ils se sont avérés positifs, donc contaminés. D'autres ont été écartés. Donc, ce qui nous fait le plus peur ici, c'est d'une part justement que nos effectifs déjà surmenés depuis des années ne tiennent pas le choc. Et d'autre part, ce qui nous inquiète aussi beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, c'est le matériel. Hein. Je pense notamment aux masques. Il y a eu toute une polémique autour de ces masques qui, en effet, au bout d'un moment, ont cruellement manqué. Pour rappel, les masques FFP2 que nous sommes habitués à fréquemment porter puisque nous prenons en charge des patients atteints de tuberculose, ces masques FFP2 doivent, en temps normal, ce que préconise l'hygiène hospitalière, être portés maximum 4 heures d'affilée. Donc, vous pouvez les garder toute une journée, étant donné que vous ne passez pas 4 heures d'affilée pendant un service avec ce masque. Mais là, à un moment, je me souviens, début mars, nous n'étions même plus en état d'en avoir un par jour. Hein. C'est-à-dire qu'on nous en donnait un et puis on nous disait, gardez-le bien précieusement. Hein. C'était pas officiel, mais tacitement, on nous disait, gardez-le parce que c'est peut-être le seul que vous aurez de la semaine. Et au bout d'une semaine, vous savez, même au bout de 2 jours, un masque comme ça, techniquement, ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'il n'est plus efficace, donc il ne nous protège plus. Donc actuellement, il y a une fourniture un peu plus importante de masques, mais la question de la pénurie se pose toujours parce que les masques sont toujours rationnés très rigoureusement. D'habitude, ils sont accessibles au personnel, aux visiteurs et tout. Maintenant, ce sont les chefs d'unité qui les gardent bien précieusement et qui les rationnent, donc qui vous les distribuent, et leur utilisation doit être vraiment bien justifiée. Ça, c'est pour le côté plus de ce qui a été revu pour le personnel ici à l'hôpital, mais il y a eu tout un chamboulement aussi pour nos patients. Nos patients, du coup, qui maintenant ne peuvent plus recevoir aucune visite. Toutes les visites sont maintenant désormais interdites pour éviter la propagation du virus au sein de l'hôpital. Et donc, nos patients se retrouvent vraiment désormais seuls, hein, mis à part dans les services de pédiatrie et de maternité où vous pouvez avoir un accompagnant, ce qui est la moindre des choses hein, quand les enfants sont hospitalisés. Sinon, nous, ici, nous ne recevons plus aucune visite. Donc, tous les objets, tous les colis qui devraient être délivrés aux patients par leur famille sont recueillis dans un bâtiment dans lequel il y a une procédure de décontamination et sont remis le lendemain à nos patients. C'est quelque chose qui est vraiment difficile aussi bien pour le personnel que nos patients, puisque finalement, vous êtes face à la maladie, parfois confronté à la mort, et vous êtes seul sans vos proches, ce qui est extrêmement difficile. Hein. Nous, on avait une patiente la semaine passée en fin de vie, qui nous a maintenant quittés et qui a eu pour seul dernier contact avec sa famille, un contact par visioconférence comme on le fait maintenant. Donc voilà un peu le climat dans lequel on évolue pour l'instant. Tout ça se fait sur base déjà d'une
de conditions qui étaient particulièrement détériorées à l'hôpital. On semble le redécouvrir un peu plus maintenant, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas inédit cette situation-là. L'hôpital déjà depuis, surtout l'hôpital de service public, déjà depuis des années particulièrement malmené. Moi, je le vois surtout avec son personnel hein, qui est amené très régulièrement à faire des aberrations sur le plan de la sécurité, comme faire des services qui durent 16 heures d'affilée, parfois finir à 22 heures le soir pour reprendre le lendemain matin à 6 heures, enchaîner dans une même semaine une nuit, un matin, un après-midi, ce qui est particulièrement éprouvant quand on sait qu'en plus sur place on ne chôme pas. À l'hôpital, l'OMS recommande pour une prise en charge vraiment sécuritaire de ne pas prendre en charge plus de 8 patients par infirmier. Au-delà de ce nombre, on estime que la prise en charge est dangereuse, dans le sens où vous ne pouvez pas assurer le suivi que mérite l'état des patients. Et ici, moi, très régulièrement, je prends en charge 12, 14, parfois 16 patients en même temps, donc on double le nombre de patients pris en charge par rapport aux préconisations de l'OMS. Et ça en dit long sur la qualité du soin qui peut être donné, malgré, je le redis, le grand dévouement qu'a le personnel soignant, son grand professionnalisme et tous les efforts qu'il fait pour que ça puisse bien se passer. Peut-être deux, trois petites questions très pratiques, des questions très pratiques sur comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de pénurie de masques, si j'entends bien, même s'ils sont très rationnés. Est-ce que ça, c'est vrai pour tout le personnel? C'est-à-dire, est-ce que tout le personnel, ou monsieur qui font l'entretien, par exemple, est-ce qu'ils sont munis des mêmes sécurités aujourd'hui? C'est vraiment une très bonne question parce que moi, j'étais amené à en discuter justement avec une de mes collègues qui est, comme on dit, femme d'ouvrage, donc qui est chargée de veiller à l'hygiène des chambres, et ce qui est vraiment une mission vraiment primordiale puisqu'on sait bien que le virus ne se propage pas uniquement par contact direct, mais bien aussi par l'environnement. Donc le rôle de la désinfection des chambres est vraiment très important et même primordial, je dirais. Et j'avais une collègue justement qui me disait cette semaine qu'elle était un peu inquiète puisqu'on lui refusait l'utilisation du masque FFP2, donc le masque qui protège le mieux, et on lui demandait de porter des masques chirurgicaux. Donc les masques chirurgicaux, ce sont les masques, les plus petits masques dont a priori on manque le moins puisqu'on en a reçu beaucoup. La pénurie, je pense qu'elle est surtout sur les masques FFP2, donc ces masques qui vous protègent vraiment bien mieux des contaminations directes par l'air et par le patient. Et donc cette femme me disait, oui, moi, on me donne uniquement des masques chirurgicaux. Je suis très inquiète. Je rentre dans des chambres où les patients parfois ne sont pas masqués, parce qu'évidemment, on ne demande pas à un patient de porter un masque dans sa chambre. Il ne peut pas porter un masque 24 heures sur 24, surtout quand il a des difficultés respiratoires. Mais c'est un véritable danger pour ce personnel-là, puisqu'il passe parfois beaucoup plus de temps que nous en chambre. Hein. Faire désinfecter une chambre, ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous l'imaginez bien, devoir tout désinfecter. Vous êtes quand même malgré tout très proche du patient à certains moments, autant que le serait un personnel soignant qui doit aller prendre des paramètres, qui doit aller faire des injections, qui doit aller faire du nursing. Et donc, cette situation, oui, nous a un peu inquiétés, nous a un peu alarmés. Je pense que on devrait être en mesure de pouvoir protéger au mieux ce personnel-là qui fait un travail, comme je l'ai dit, nécessaire, dont on ne pourrait pas se passer. Et une deuxième question pratique aussi, la question des tests a été pas mal en débat. Aujourd'hui, comment ça se passe à la Citadelle? Est-ce que le nombre de tests à disposition est suffisant? Est-ce qu'on a testé systématiquement tout le personnel? Par exemple, par les collègues écartés, on attend que les gens aient symptômes pour tester? Ou voilà, qu'en est-il des tests, de leur quantité, de leur usage aujourd'hui? Le test systématique n'est pas pratiqué hein, chez le personnel soignant à l'hôpital. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai travaillé, c'était ce vendredi et ça n'était pas à l'ordre du jour. Donc, le personnel qui présente des symptômes dans un premier temps était appelé à rester chez lui. C'était la consigne finalement qu'on donnait ici à tout le monde. Et puis, il y a quand même des tests maintenant qui ont été pratiqués sur le personnel soignant,
Comme je disais au début de mon intervention, nous avons certains collègues qui se sont avérés être positifs suite au test. Mais donc ça, c'était après avoir présenté des symptômes et avoir été donc du coup testé. J'ai un autre exemple aussi d'un de mes collègues qui, lui, a subi un test parce que sa femme, qui justement est infirmière aussi à l'hôpital, elle a été testée positive. Donc là, évidemment, vivant dans un environnement au quotidien dans le même environnement, quoi, il a été testé et écarté d'office, hein, sans attendre le résultat du test. Sinon, pour le reste, les tests sont pratiqués sur les patients finalement qui se présentent aux urgences et ont des symptômes évocateurs. Donc souvent, dans ces cas-là, le fameux test de dépistage, la PCR, et il y a souvent un scanner aussi pulmonaire qui est fait, puisque le scanner peut parfois aussi en dire long sur l'état des patients et permettre de poser un diagnostic, puisqu'il y a une image bien particulière à l'imagerie médicale qui est assez proche de celle de la grippe, hein, me disaient les pneumologues avec qui je travaille. Et ces tests-là, ces tests de dépistage, pour l'instant, nous, on les pratique à l'hôpital et les tests sont analysés sur place. En 12 heures de temps, nous avons les résultats. Et a priori, ça, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je pense qu'on pouvait mener les tests dans les bonnes conditions pour l'instant. Ok, merci. Une question qui s'est posée notamment, on a discuté avec Delphine Lataviec pour la CNE, c'est la question des relations syndicales. Hein, vous êtes aussi syndicaliste, avec, pour ce qui est du secteur de l'alimentation, les patrons de l'alimentation, etc. Vous, et on sait que l'hôpital de la Citadelle sort d'une lutte syndicale importante en raison de mesures austéritaires, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des revendications, est-ce qu'il y a du débat aujourd'hui entre les organisations syndicales et la direction? Est-ce qu'il y a des revendications syndicales spécifiques qui sont ou qui doivent être entendues aujourd'hui sur vos protections sanitaires, mais aussi vos conditions de travail, parce que je présume que la charge de travail doit quand même être importante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu aujourd'hui, qui avance ou qui est à l'agenda? À l'agenda, je ne saurais pas vous dire. A priori, de ce que je sais en termes de revendications propres à la crise du Covid, c'est ce qui est surtout demandé. Voilà, c'est les mêmes revendications que la plupart des soignants dans les autres hôpitaux, c'est de pouvoir exercer sa profession sans être mis en danger. Donc, c'est surtout finalement recevoir le matériel nécessaire à travailler, le matériel nécessaire pour travailler en sécurité sans être à ton tour contaminé et ne pas après aller contaminer nos familles. C'est surtout ça qui fait le plus peur à notre personnel. Et les revendications finalement sont comme je disais au début de l'intervention, ne sont pas inédites. Hein, ce sont les mêmes qui ont toujours été et malheureusement jamais entendues comme elles se devaient. Des revendications en termes de personnel, en termes de financement, en termes de salaire aussi, puisque les salaires par rapport à la qualification que maintenant peut avoir un infirmier, c'est-à-dire 4 ans d'années supérieures, sont quand même encore assez maigres. C'est finalement les mêmes revendications que nous avions quand nous avions fait, quand avait eu lieu la mobilisation et le mouvement de grève en fin 2017, début 2018. C'est du personnel pour ne pas se retrouver finalement, comme je le disais, à travailler 16 heures d'affilée, pour pouvoir prendre en charge les patients et de se voir attribuer un nombre décent de patients à prendre en charge, et en finir peut-être avec une logique austéritaire et une politique managériale de gestion de nos hôpitaux. Hein. C'est-à-dire que nous avons ici du personnel qui est qualifié pour offrir des soins, et on demande de pouvoir lui permettre d'exercer donc du coup sa fonction première, c'est-à-dire offrir des soins et ne plus se retrouver à devoir par exemple parquer les patients dans des lits comme on irait garer des voitures dans un parking, vous voyez. Ici, il y a du personnel qui voilà, est chargé à coûte que coûte finalement à occuper tous les quelques lits qui nous restent, parfois au détriment des affections et des maladies qui touchent les patients. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un patient qui a un problème neurologique qui se retrouve hospitalisé dans une salle de pneumologie.
Donc, un personnel qui n'est pas spécialement expérimenté, habitué à s'occuper de patients comme ça. Les médecins sur place non plus, c'est-à-dire que le médecin qui est vraiment référent dans ces cas-là, il est dans une autre salle et il passe de temps en temps dans la salle où est hospitalisé le patient pour donner un avis, mais certainement pas pour le prendre en charge comme il devrait être pris en charge. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu l'idée d'avoir toujours uniquement le nombre de lits nécessaires à un moment T. Hein. C'est finalement réduire le nombre de lits au minimum, au strict nécessaire. Et on voit bien que dans le cas d'une crise comme on l'a vu aujourd'hui, on paye toutes ces logiques-là. Hein. C'est-à-dire que avoir un personnel sur les genoux parce que il est vraiment épuisé, qu'il ne peut plus exercer sa profession comme il l'entend, de ne plus avoir un nombre de lits suffisant pour pouvoir prendre en charge les patients. Là, ils doivent être pris en charge. Ne plus avoir le matériel nécessaire parce qu'on a décidé de diminuer à un maximum les stocks et pour avoir justement uniquement ce qu'il faut à un moment donné, bah, quand vous voyez que ça part un peu en dehors des statistiques, bah, vous vous retrouvez complètement dépassé par la situation. Et je pense qu'il faut saluer le personnel soignant dans ces moments-là, puisque, comme je disais, il est déjà épuisé à bout de souffle. Et voilà que maintenant lui tombe dessus cette crise qui va être très difficile à gérer. Et on espère que tout le monde va tenir le choc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà sur des heures supplémentaires? Enfin, déjà, il y a déjà un impact concret sur les conditions de travail des travailleurs à l'hôpital ou, en guillemets, pas encore à ce stade-ci? J'aurais tendance à dire pas encore à ce stade-ci, mais de toute façon, le problème des heures supplémentaires, il est déjà là de base. Hein. Je veux dire, c'est pareil, on n'a pas attendu la crise du coronavirus pour se retrouver avec des heures supplémentaires au plafond, pour la simple et bonne raison que, vous voyez, plus le personnel est malmené, plus il y a un taux d'absentéisme qui est fort, et plus vous devez être amené à travailler régulièrement et faire des heures sup pour finalement compenser cet absentéisme qui peut être engendré maintenant très souvent par des épuisements professionnels. Donc notre direction, nous par exemple, est parfaitement au courant qu'il y a un problème chez les soignants d'heures supplémentaires. Et la seule réponse que moi j'ai entendue à ce stade, c'était de nous dire que les heures supplémentaires, c'était probablement lié à un bug informatique, que c'était un non-problème. Donc, vous voyez, quand on a ce genre de discours, c'est difficile parfois d'avoir un dialogue social vraiment constructif. Ouais. Vous avez déjà évoqué largement la question qui dépasse le cadre de cette crise-ci, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vous êtes pour travailler aujourd'hui de manière générale. Est-ce que on peut dire que les dernières années et les dernières mesures, notamment dues à Madame de Bloch, enfin de manière générale au gouvernement Michel et aujourd'hui au gouvernement Wilmès, est-ce que vous avez vu concrètement sur le terrain, vous, dans un hôpital, les conséquences? Parce que, voilà, Oui, ce oui n'est pas... de toute évidence, oui, les conséquences se sont fait ressentir. Ici, sur le mandat de Madame De Bloch, il était surtout question de mettre en place une réforme des hôpitaux qui touchait en fait à la mise en réseau des hôpitaux. Donc, en fait, de ce que j'en avais compris, il s'agissait, une fois que vous rentrez dans un réseau hospitalier, donc dans une espèce de, oui, de réseau d'hôpitaux qui se regroupent, d'avoir accès à toute la gamme de soins qui est proposée. Et donc l'idée, c'était finalement de spécialiser un peu plus les hôpitaux de façon à ce que, en fait, on réduise. Moi, je l'avais pris comme ça, comme une réduction des hôpitaux, hein, c'est-à-dire que on arrive à un très mauvais maillage à la fin du, du service hospitalier, puisque ça, inexorablement, ça vous conduit à réduire le nombre d'hôpitaux. Et plus généralement, finalement, c'est la logique libérale hein, ici qui s'applique. Hein. Donc, c'est finalement euh, une intervention du service public dégradé, minoré, au profit peut-être d'une prise en charge peut-être
plus individuelle, donc c'est-à-dire une réduction du temps d'hospitalisation pour qu'il y ait un maximum de ce qu'on peut appeler d'hospitalisation à domicile, même si on va dire étymologiquement c'est un peu étonnant cette histoire d'hospitalisation à domicile, puisque l'hospitalisation ça se passe par définition à l'hôpital. Mais oui, moi j'ai bien ressenti sur on va dire ces 4 dernières années une forte dégradation de la qualité de travail à l'hôpital. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire les soins, la qualité du soin qui est offert aux patients, la qualité de travail, c'est fort ressenti. Merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment beaucoup de choses intéressantes, pour ce témoignage de terrain. Bon courage pour les prochaines semaines. Hein, on dépend beaucoup du service public, on s'en rend compte. J'espère que d'autres vont s'en rendre compte de plus en plus aussi. Et puis du travail de première ligne que vous faites pour tout le monde, pour la collectivité. Donc, merci pour ça. Et peut-être à une prochaine discussion dans quelques semaines et certainement une discussion quand on sera sorti de cette crise et qu'il sera question de changer de logique et de remettre un peu de moyens dans des secteurs comme le vôtre, et pas que, mais dans des secteurs comme le vôtre, celui de la santé. Merci beaucoup, Camille. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Oui, merci.